Nous sommes mercredi le 22 avril, c'est jour de la Terre. Merci de par vos actions de le souligner aujourd'hui et bien sûr tous les autres jours de l'année. Avec vos petits ou grands gestes, bienvenue à notre tour de l'actualité des derniers jours. Nous sommes TVC9 et Témis TV. En manchette cette semaine, la police autochtone et la Sûreté du Québec traquent une voiture suspecte et trouvent $1 million de cocaïne. Les bénévoles et les jeunes récompensés à Notre-Dame-du-Nord et ça ne nous rajeunit pas la MRC de Témiscamingue à 45 ans. Bien d'autres sujets également, bienvenue téléspectateurs de la télé communautaire. D'abord, parlons de trafic. Une saisie majeure de cocaïne d'une valeur de plus d'$1 million a été réalisée dans le secteur de Lac-Simon, menant à l'arrestation de 2 personnes. Le service de police Ayu-Inu, en collaboration avec le service de Lac-Simon et la Sûreté du Québec, a mené cette opération à la suite d'une enquête sur le trafic de stupéfiants maintenant complétée. Le 10 avril, vers 16h15, les policiers qui ont procédé à la perquisition d'un véhicule dans le secteur de Lac-Simon, les agents ont saisi 4 kg 300 000 d'une substance blanche soupçonnée d'être de la cocaïne. La valeur marchande de la drogue est estimée à environ $1 032 000. 2 individus ont été arrêtés sur place sans incident. Il s'agit d'Alec Bobiche, 63 ans, et Lydia Bobiche, 61 ans. Ils ont comparu devant la justice, c'est pourquoi on peut vous les nommer. Ils font face à des accusations de possession en vue de trafic en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les autorités soulignent la collaboration, entre autres, des différents corps policiers qui a permis de mener à l'opération à terme. On remercie les citoyens qui ont fourni des informations, rappelant que la participation du public demeure essentielle pour lutter contre le trafic de drogue. Toute information liée à des activités de trafic du genre peut être transmise anonymement en tout temps à la ligne information sur les drogues AU 1-833-343-7847. Et qui dit drogue dit malheureusement des surdoses. Et suite à une alerte urgente à la sécurité publique du service de police du North Bay, à un avis de la Première Nation de Nipissing, l'unité de santé du district de North Bay Parry Sound a confirmé que 13 surdoses liées aux opioïdes ont été signalées entre le 30 mars et le 4 avril dernier dans tout le district de Nipissing. Sur les 13 surdoses, 3 qui ont entraîné la mort. 5 des 10 survivants ont reçu au moins une dose de naloxone sur les lieux. En savoir plus à https BeLive. Des étudiants de la 3e année en technique policière du cégep d'Abitibi-Témiscamingue étaient à Notre-Dame-du-Nord ce mardi. Ils sensibilisaient des citoyens de la ville face aux entrées par effraction. Plus de 200 dépliants ont été distribués en ville et pour la ville. Les voici. Donc nous, aujourd'hui, on est venu ici là, à Notre-Dame-du-Nord pour sensibiliser la population sur les introductions par effraction qui se passent dans certains secteurs en remettant notamment un dépliant avec plusieurs informations, dont un tableau, afin qu'ils puissent inscrire les objets de valeur, la valeur de l'objet, le numéro de tiré, etc., pour faciliter les autorités si jamais il y a un vol qui se produit. Bien, dans le fond, les informations qu'on retrouve dans notre dépliant, on a d'abord des trucs et astuces pour diminuer les risques d'être victime d'une introduction par effraction. Ensuite, on a la marche à suivre lorsqu'on est victime d'une introduction par effraction avec des conseils, comme par exemple ne pas entrer sur la scène de crime, puisque les policiers pourraient être appelés à demander un technicien en scène de crime. Puis là, il va y avoir des expertises qui pourraient être faites. Suite à cela aussi, on a également l'explication de c'est quoi un crime d'opportunité, parce que les introductions par effraction, c'est souvent un crime d'opportunité. Donc, ça l'explique ce que c'est un crime d'opportunité. Par exemple, un crime d'opportunité, c'est souvent un individu qui va marcher et qui va se rendre compte qu'une fenêtre est ouverte, fait qu'il va se glisser par la fenêtre, ou qui va se rendre compte qu'une porte est mal verrouillée, donc il va aller rentrer dans le cabanon ou dans la maison pour commettre une introduction par effraction. De la part des citoyens qu'on a déjà rencontrés, on a vraiment un bon niveau de positivisme. T'sais, les citoyens trouvent ça super bien là, qu'on soit présent, qu'on remette de l'information concernant les crimes qui sont commis au sein de la communauté. Puis, on a aussi rencontré des victimes là, qui se disaient que c'était vraiment, mettons, chaleureux de voir notre présence, puis de voir qu'on était là pour les soutenir, puis qu'il y avait encore des démarches faites en lien avec la municipalité, puis les différents organismes là, pour réduire les chances d'être victime d'une introduction par effraction. Pour l'instant, c'est pas encore certain. On voulait faire une partie du projet avec Témiscamingue First Nation,
Mais pour ce qui en est de l'instant, on n'a pas de nouvelles. On va vérifier si on est disponible également, parce que là, c'est les examens de fin de session en technique policière qui arrivent. Donc, si on est disponible, on va revenir pour faire plus au niveau de la communauté autochtone ou pour revenir juste ici puis continuer au sein du village si on n'a pas eu le temps de faire toutes les démarches qu'on souhaitait. Et la période de restriction de charges liée au dégel débutera le 20 avril dans la zone 3 du Québec, une mesure qui vise à tenir compte de la diminution de la capacité portante du réseau routier durant cette période critique. Les dates peuvent être ajustées selon l'évolution des conditions météorologiques et couvrent à la fois le dégel et la phase de récupération des chaussées. Les limitations ont pour objectif de protéger les infrastructures routières et d'assurer la sécurité des usagers. Ça fera pas de tort, comme on dit. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Société de l'assurance automobile du Québec rappelle aux intervenants du transport l'importance de respecter ces règles sous peine de sanctions. La zone 3 qui comprend l'Abitibi, le secteur Chibougamau au nord, Chapeux aussi, et la réserve faunique Achouapap-Mouchouane. Un panneau en période de dégel installé sur le réseau routier indique les restrictions qui sont en vigueur. Et revenons à Notre-Dame-du-Nord, les jeunes bénévoles de la municipalité qui seront désormais récompensés grâce au lancement des bourses du bénévolat, une initiative qui vise à reconnaître leur engagement dans la communauté. Le programme porté par le Fonds d'action sociale s'adresse aux jeunes de 25 ans et moins du Témiscamingue, poursuivant des études et impliqués bénévolement. Plusieurs bourses totalisant plusieurs milliers de dollars seront remises chaque année pour souligner l'implication communautaire, le vivre ensemble et la promotion de la culture. La sélection sera assurée par un comité présidé par José Hamelin. Les premiers récipiendaires seront dévoilés au mois d'août 2027. Qui va permettre d'offrir des bourses annuelles de 500 $ pour des étudiants qui se sont engagés plus spécifiquement auprès des aînés. La même chose pour le Club de l'âge d'or, le Bel Âge, qui a donné 2000 $ qu'on a répartis en des bourses annuelles de 500 $, justement pour des étudiants qui se sont investis bénévolement soit auprès du Club de l'âge d'or ou auprès d'activités intergénérationnelles ou dans d'autres fonctions sociales au sein de la municipalité. Et ça s'adresse, ces bourses-là, à tous les jeunes. Que vous soyez de Notre-Dame-du-Nord ou d'ailleurs au Témiscamingue, vous pouvez en bénéficier. Et donc, il y aura d'autres bourses et d'autres partenaires qui seront annoncés en cours d'année, au fur et à mesure qu'ils vont se joindre au programme des bourses du bénévolat. Et donc, on espère pouvoir remettre annuellement plusieurs milliers de dollars de bourses pour ceux et celles d'entre vous qui seront impliqués. En fait, moi, j'ai toujours fait du bénévolat de tout jeune, quand j'étais louveteau, jusqu'à encore aujourd'hui, où je suis très impliqué dans la communauté, puis à plusieurs niveaux. Et donc, j'ai trouvé qu'il serait intéressant d'offrir des bourses pour autre chose que des résultats académiques, mais des bourses quand même pour le bénévolat qui démontrent que l'implication bénévole au sein de la communauté fait en sorte d'améliorer la réussite scolaire. Donc, d'une pierre deux coups, avec les bourses du bénévolat, non seulement on permet l'implication des jeunes dans la communauté, mais on permet aussi aux jeunes de mieux réussir leurs études secondaires et postsecondaires. D'un, on veut avoir autant de jeunes que possible qui vont participer aux bourses du bénévolat et qui vont faire du bénévolat. Et deuxièmement, on souhaite que d'autres municipalités embarquent avec Notre-Dame-du-Nord pour offrir davantage de bourses. Et à terme, on aimerait que chaque année, on puisse remettre plusieurs dizaines de milliers de dollars de bourses à des jeunes qui s'impliquent bénévolement dans la communauté parce que tout le monde va en profiter. Les jeunes vont en profiter et la communauté, les personnes aînées, les loisirs au sein de nos villes et villages vont pouvoir bénéficier de l'implication bénévole de nos jeunes. À Notre-Dame-du-Nord, on a déjà une activité qui s'appelle la journée honneur aux bâtisseuses et aux bâtisseurs de Notre-Dame-du-Nord. Et donc, on a choisi d'utiliser ou de prendre cette date pour ajouter une activité additionnelle qui sera celle de la remise des bourses du bénévolat. Alors, il y a simplement les 2 bourses de 1000 $ de la municipalité, du conseil municipal, qui, elles, s'adressent exclusivement à des jeunes habitants à Notre-Dame-du-Nord. Mais pour le reste des bourses, ils s'ouvrent à tous les jeunes du Témiscamingue
pour du bénévolat qu'ils feront partout au Témiscamingue. Pas uniquement à Notre-Dame-du-Nord, mais partout au Témiscamingue. Donc, on veut l'inclusion et on veut aussi, par ce geste, espérer que d'autres organismes à l'extérieur de Notre-Dame-du-Nord se joindront aux bourses du bénévolat. Le côté social est important. On est une petite communauté, mais on a de grandes aspirations. Et dans ce contexte-là, plus les gens vont s'impliquer, plus on pourra faire de choses. Parce que si on attend que ce soit du personnel payé et tout ça et que ça parle de budget, on ne réussira pas à faire tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on souhaiterait faire. Alors, l'implication bénévole va nous permettre d'en faire beaucoup plus et de créer davantage d'activités, tant pour les jeunes que pour les aînés, et permettre que Notre-Dame-du-Nord puisse rayonner partout, non pas juste au Témiscamingue, mais au-delà du Témiscamingue. Ça a commencé début secondaire quand, c'est ça, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais entendu parler des coopératives. À l'époque, mon grand frère était aussi dans la coopérative Géraillat à l'époque. Puis, j'ai décidé de prendre une chance. Je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre. On m'a dit que ça allait être bénéfique. Fait que dans le fond, je me suis engagé. Puis, ce que j'ai réalisé, sur le coup, je voyais pas non plus nécessairement ce que ça m'apportait. Mais c'est en regardant en arrière que je vois tout ce que ça m'a apporté. Donc, tout ce qui est communication, organisation de projets, compte rendu, ordre du jour, assemblée générale, même jusqu'à créer des chèques. Donc, tous ces éléments-là, je vois à quel point c'est utile. Puis, c'est pas des connaissances acquises à tous. Parce que je pensais pas que... Je pensais que tout le monde savait ça. Je pensais que, rendu adulte, c'est rendu que... Quand on prend des décisions, on sait quoi faire. Mais effectivement, je rencontre des adultes, des gens que je m'attendrais à ce qu'ils sachent ces choses-là, mais finalement, non. Donc... c'est vraiment en regardant en arrière que je réalise à quel point ça a été bénéfique pour moi. Puis, autant du côté des employeurs, ça va super bien dans un CV. Puis, regarde aussi beaucoup, est-ce que tu t'es impliqué dans ta communauté? Est-ce que tu as organisé des projets? Donc, ces éléments-là qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, je trouve ça important. Puis, c'est pour ça que j'en parle ici aujourd'hui devant les jeunes, parce que on n'a pas beaucoup de publicité à cet égard-là, mais je trouve ça important de partager, témoigner un peu de qu'est-ce que ça fait d'être bénévole. Donc, dans toutes les fabriques, de manière particulière, dans tous les groupes religieux, le bénévolat est fondateur et c'est ce qui va permettre à la communauté, au-delà de son personnel rémunéré, si je peux dire, d'atteindre ses objectifs de présence aux autres. Alors, ça peut être au niveau des personnes âgées, les jeunes familles, les malades, l'activité communautaire, l'animation des activités communautaires, souper, repas, voilà, plein d'activités. Et même, on a des volets, parfois des volets sport, des volets avec les ados. Donc, c'est très vaste et qu'il y ait des jeunes qui s'y impliquent. Alors, nous, on pense que ma génération, qui est rendue quand même déjà signifiée, alors, comment on va faire pour qu'il y ait d'autres jeunes qui prennent le relais? Parce que présentement, dans nos sociétés, ce qu'on remarque, c'est que tout est comptabilisé. Or, ce qui compte ne se compte pas. Nos plus jeunes sont maintenant dans une société où combien ça rapporte, combien ça coûte, combien ça donne, combien tu payes. Et bien sûr, j'ai rien contre, il faut bien, tout travailleur mérite son salaire, mais il y a tout un autre aspect du travail. Quand on entend souvent là, notre vrai salaire, c'est ton regard, ton appréciation. Mais pour ça, j'ai fait quelque chose avec toi. Parfois, j'ai fait quelque chose pour toi. Et en ce sens-là, bien sûr que la fabrique est très favorable à des bourses de bénévolat. Et puis, bien sûr, on a le plaisir de voir... nous, on a fait le choix d'être territorial, et ça veut dire qu'on couvre l'ensemble du territoire du Témiscamingue. Et alors, ça nous fera un immense plaisir, en août 2027, d'attribuer ces bourses aux bénévolats. Alors, déjà, il y a plusieurs organismes. Moi, je fais partie des Chevaliers de Colomb. Et puis, on a ce groupe, la Jeune Coop Géraillat, qui est un organisme de jeunes. Le conseil d'administration, il faut qu'il soit des jeunes de moins de 25 ans. Et moi, je fais partie de ça parce que, quelque part, je crois que c'est notre avenir. Et dans le monde tel qu'il est en train d'évoluer, de changer, on a besoin de la jeunesse et de la créativité pour inventer ce monde où il y a de l'intelligence artificielle, où le rapport entre les gens va devenir l'essentiel, quand on va avoir des robots et des choses qui font... Quel est le sens de nos vies? C'est ça que je cherche à apprivoiser en venant ici et en participant à cette initiative qui valorise l'engagement de jeunes pour le vivre ensemble.
Ben écoute, c'est super, vraiment, pour Notre-Dame-du-Nord, le milieu de vie ici, pour le Témiscamingue, dans le fond, des bourses qui seront annoncées dans les mois à venir, de voir l'implication aussi dans le milieu ici à Notre-Dame-du-Nord, des gens qui amènent des 500 $ annuellement, de faire en sorte qu'on on fait en sorte de soutenir vraiment, puis de dire aux jeunes, impliquez-vous dans votre milieu. Puis que ce soit dans des groupes communautaires, être une personne aidante pour une personne âgée, ça peut être s'impliquer pour son milieu. Vous savez, même ici à l'école, ça bouge beaucoup, mais on peut s'impliquer parfois dans sa radio étudiante, on peut s'impliquer à différents niveaux. Puis moi, ce que je disais tantôt en fin de rencontre, c'est pour les jeunes aussi, c'est des expériences intéressantes à mettre sur leur curriculum vitae. Parce que dans le fond, on peut avoir un dossier comparable à un autre, que ce soit pour un milieu de stage, pour un emploi. Bien, à ce moment-là, moi, je pense que c'est très valorisant. Puis, ça fait en sorte, c'est un apport pour sa communauté. Puis, nos jeunes, bien, il faut leur faire confiance. Parce que dans le fond, moi, je suis un élu, mais je dis souvent à des groupes, faites confiance aux jeunes. Ils vont faire des erreurs, mais ils vont acquérir de l'expérience. Puis, c'est comme ça qu'on aura de la relève dans nos différentes organisations. Donc, pour moi, c'est bravo, je l'ai dit à la municipalité, je le dis à l'école. Puis qu'il y en ait d'autres milieux qui décident de s'impliquer avec ce regroupement-là, ce serait super. Donc, félicitations aux organisateurs. Puis je souhaite aux jeunes de s'impliquer puis d'aller chercher des sous qui pourront leur permettre aussi peut-être d'aller à des études supérieures, puis tant mieux. Près d'un enseignant sur deux affirme que des élèves sont promus sans avoir les acquis nécessaires, les diplômes, une situation jugée intenable qui appelle au sérieux coup de barre selon la Fédération des la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE-CSQ. Une consultation menée à l'automne dernier auprès de quelques 5700 enseignants révèle que 42% d'entre eux ont vu des élèves passer au niveau supérieur malgré une recommandation de redoublement ou de classement en classe spécialisée. Selon les données disponibles, il y aurait 1700 enseignants pour 24 000 élèves dans la grande région. Des pressions pour faire progresser certains élèves ont aussi été rapportées par 23% des enseignants du primaire et 29% du secondaire. Les données dressent un portrait préoccupant. Au secondaire, plus du quart des élèves seraient promus sans les acquis dans plusieurs classes, tandis qu'au primaire, les enseignants estiment en moyenne que 2 à 3 élèves par groupe sont dans cette situation. La multiplication des mesures d'adaptation et la présence d'élèves en difficulté complexifient l'enseignement et alourdissent la tâche. Selon la FSE-CSQ, ces pratiques entraînent découragement, anxiété, perte de motivation chez les élèves en difficulté et nuisent à l'apprentissage de l'ensemble du groupe. L'organisation demande au ministère de l'Éducation d'ouvrir rapidement des discussions pour corriger la situation et mieux soutenir la réussite scolaire. Parlons énergie. Hydro-Québec a reçu 60 soumissions totalisant près de 500 mégawatts dans le cadre de son premier appel d'offres pour des centrales solaires, dont environ une demi-douzaine de projets visant l'Abitibi et le Témiscamingue. L'appel d'offres lancé en mai 2025 pour une capacité maximale de 300 mégawatts a suscité des propositions réparties dans 14 régions du Québec pour une puissance totale de 481 mégawatts. Chaque projet doit respecter une limite de 25 mégawatts et être raccordé au réseau de distribution d'ici 2029. Les initiatives devront aussi générer des retombées économiques locales, éviter les zones agricoles et garantir un approvisionnement responsable en équipement. Près de 40% des projets impliquent déjà des municipalités ou des communautés autochtones. Hydro-Québec analysera les dossiers dans les prochains mois pour retenir les projets les plus compétitifs. Pour le moment, 6 projets prévus pour 2029 touchent l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, le parc solaire du Cuivre et Natural Forces à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, le groupe Axor à Lassar et la coopérative Nutrinor à Nord-Métal et Chapelle. Et plusieurs dossiers structurants avancent au Témiscamingue à la suite de la dernière séance de la MRC, le conseil qui a adopté un programme de restauration des bâtiments patrimoniaux privés, confirmé son appui à des projets de coopération intermunicipale et autorisé la création d'une plateforme pour les balades gourmandes, une offre jugée trop élevée pour des études liées au centre de valorisation est rejetée, tandis qu'une aide de plus de 41 000 $ a été accordée au transport collectif. La prochaine séance
c'est le 20 mai. Et la MRC de Témiscamingue a 45 ans. On le souligne en rappelant la création et la première séance du Conseil. C'était, on calcule vite, en 1981. Fondé officiellement le 15 avril avec la publication de ses lettres patentes, la MRC de Témiscamingue qui a tenu sa première séance le 2 juin 81, marquant le début de ses activités. Lors de la rencontre, Gaston Carpentier était élu premier préfet, Ronald Lafrenière préfet suppléant et Denis Clermont, on salue, est nommé secrétaire trésorier. Les élus adopte alors les premières décisions administratives et amorce des dossiers structurants pour le territoire. Le préfet Martin Lefebvre souligne maintenant que cet anniversaire permet de mesurer le chemin parcouru depuis des débuts marqués par la volonté de bâtir une organisation régionale solide. Et retournons dans le monde des mines alors qu'on vous demande, est-ce que vous connaissez les frères Macomot? C'est un guide de la Première Nation qui ont conduit les géologues de l'équipe d'Edmund Horn à la découverte minière à Rouyn-Noranda. Voici un pan d'histoire autochtone avec le chef de la communauté de Winaway, Steve Mathias. Steve Mathias, chef de la communauté de Winaway. C'est important pour ta communauté, cette ZIM? Oui, ça fait déjà au moins un an qu'on participe à les travaux de la ZIM. Donc, on a eu des contacts avec M. Patrick, et aussi avec un entrepreneur d'Agrégat, Steve Pilon. Et c'est avec eux autres qu'on est venu en savoir plus sur ce projet-là. Puis on a travaillé après ça avec Jean Bouga de l'université pour comment on peut intégrer les valeurs de la nation Anishinaabe, entre autres les 7 renseignements grands-pères et aussi le savoir-faire traditionnel Anishinaabe et pour les 7 prochaines générations. Donc, on a amené tous ces principes-là et ces valeurs-là dans le projet de la ZIM. Et on est fiers de ça, d'avoir contribué à ce niveau-là. Oui, et M. Mathias, est-ce que ça va contribuer à votre communauté, cette ZIM-là, à long terme? Bien, on parle d'innovation, mais je pense qu'aussi, on a une vraie opportunité de créer une vraie réconciliation aussi au niveau de l'exploitation minière sur le territoire Anishinaabe. Ça fait au-delà d'un centenaire, là, comme quoi qu'il y a du développement minier. Et ça a commencé ici, à Rouyn-Noranda, avec le prospecteur Horn, qui avait été amené ici par des guides anciennement de ma communauté, les frères Macomot. Et la ville a reconnu ça. Ils ont même l'intention de renommer une rue en honneur des frères Macomot qui ont aidé au prospecteur Horn de venir ici à Rouyn-Noranda. Donc, cette zone d'innovation minière va replacer le peuple Anishinaabe dans le cours de l'histoire? Bien, je crois que le plus utile, c'est qu'il faut innover. On a vu que le dernier centenaire, comment que l'exploitation minière a eu lieu. On n'est pas fiers de la manière que ça a été fait dans certaines décennies. Ça s'est amélioré dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est là que je pense qu'on veut contribuer à trouver des solutions puis à innover plus dans le domaine minier avec les partenaires, entre autres les compagnies minières, le gouvernement, les municipalités. Je crois qu'on a tout un intérêt de travailler tous ensemble pour faire une façon qui va être beaucoup plus respectueuse envers l'environnement et notre mer passe. Une contribution financière des regroupements d'auxiliaires bénévoles du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS des MRC d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest, de Témiscamingue et de la Vallée de l'Or, permet de bonifier concrètement
des services de soutien à domicile, des SAD, grâce à l'acquisition de nouveaux équipements essentiels. Ce soutien qui a notamment permis l'achat de cadrans numériques à un grand format, facilitant l'orientation dans le temps et réduisant l'anxiété, en particulier chez les personnes vivant avec des troubles cognitifs. D'autres aides techniques comme des détecteurs d'ouverture de porte, des piluliers électroniques, des écouteurs coquilles Bluetooth, des téléphones simplifiés, des pluches alourdies et une machine à bruit contribuent également à améliorer la condition des usagers et de leurs proches. L'initiative renforce la sécurité, l'autonomie et le bien-être des personnes âgées en perte d'autonomie tout en soutenant le travail des équipes de SAD. Elle a un impact direct sur la qualité de vie des bénéficiaires et témoigne de l'engagement essentiel des auxiliaires bénévoles envers leur communauté. Et la semaine de l'action bénévole qui se poursuit jusqu'au 25 avril met en lumière l'engagement remarquable des bénévoles du CIS régional, salué par la direction des services multidisciplinaires de santé et de services sociaux pour leur contribution essentielle. À tous les jours, ces personnes dévouées offrent temps, énergie, bienveillance pour améliorer la qualité de vie de la population, que ce soit pour l'accompagnement de personnes vulnérables ou le soutien aux activités dans les installations. Leur rôle, c'est central au sein du réseau. Cette semaine souligne l'importance de leur rapport marqué par des valeurs d'humanité, de solidarité, de compassion qui font une différence concrète auprès des usagers et des équipes. Un seul don peut sauver jusqu'à 3 vies. On parle de collecte de sang. La population qui est invitée à poser un geste concret le 27 avril lors d'une collecte qui se tient au Polydium, l'Aréna de Notre-Dame-du-Nord. L'événement se déroule de 11 à 18 heures dans la salle El Rodeo, au 85 rue Côté. Un stationnement gratuit est offert à proximité pour facilement y accéder. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations ou planifier leur visite en composant le 1-800-343-7264. Et dans le monde du sport, en terminant, natation en Abitibi-Témiscamingue, on a connu une fin de semaine exceptionnelle récemment, marquée par des performances de haut niveau sur les scènes provinciales et nationales. Le club Carat qui a réalisé un exploit historique en décrochant la 3e place toute catégorie à la Coupe Québec Espoir à Saint-Georges-de-Beauce, une première pour la région. Le club Minamichi de la Sarre était aussi en compétition, lui qui avait été sacré Club Excellence en février. Au plan individuel, Victor Blais des Dauphins de Rouyn-Noranda a établi 2 records provinciaux au réseau du sport étudiant du Québec, collégial aux 50 mètres et 100 mètres brasse. Gabriel Dubuc du club Minabichi a pour sa part représenté seul la région à l'Omnium canadien à Edmonton. Félicitations. Ces résultats qui confirment l'essor de la natation régionale alors qu'un camp d'entraînement est prévu dès vendredi 24 et 25 avril à Val-d'Or et qu'il y a une tournée de la Fédération de natation du Québec qui se prépare. Voilà qui complète notre tour d'horizon des nouvelles régionales pour cette semaine. Vous avez aussi des choses à nous partager, quel que soit le domaine allant de l'économie, la culture, l'éducation, l'agriculture. Parlez-nous de vous et de votre télécommunautaire qui partagera vos nouvelles. Écrivez-nous et on vous fera éventuellement une place à notre agenda. Rejoignez-nous à journaliste@commercial-témis.tv. Merci et au revoir, mesdames, messieurs, jeunes et moins jeunes. Nous apprécions votre présence aussi sur la page Facebook du site TV Témis. Nous sommes mercredi le 22 avril, c'est Jour de la Terre. Merci de par vos actions de le souligner aujourd'hui et tous les autres jours de l'année. On vous le répète et au revoir.